Certaines personnes ont traité le capitaine Traoré de fou quand il a fait part de son projet de faire 4 fois 2 voies reliant Ouagadougou à Bobo Dioulasso. Alors, certaines personnes ont dit que, mais comment est-ce qu'un homme peut vouloir venir dans un pays africain faire 4 fois 2 voies? Pour ceux qui ne comprennent pas, quand on parle de 4 fois 2 voies, c'est des standards qu'on voit très souvent en Europe, dans des grandes autoroutes qui relient des pays parfois. C'est-à-dire 4 fois 2 voies. Donc, on a 4 voies à l'aller, 4 voies au retour. Alors, le capitaine Traoré a décidé très simplement au Burkina Faso d'initier un projet comme ça. Je veux que vous écoutiez cette vidéo où il dit qu'il va se battre pour que tous les États, toutes les provinces du Burkina Faso doivent être reliées par ce type de route. Écoutez, quand on parle de route, on parle de développement. Écoutez, et on va se retrouver tout à l'heure pour connaître notre commentaire. L'autoroute Ouagabobo, si vous prenez la route de Bobo, regardez depuis 2 ans maintenant le nombre de malheurs qu'on a sur cette route. La route est très petite. Il y a trop d'accidents mortels. Tous les jours, il y a des accidents mortels sur l'axe. On a besoin d'une route. Nous, on a trouvé un projet qui existait, mais c'est 2 fois 2. Et quand j'ai essayé de voir quelles sont les entreprises qui s'étaient proposées. D'abord, ce sont des entreprises étrangères. Et les coûts de réalisation, 300 km environ, 2 fois 2 voies, nous étions à 1000 et quelques milliards, 1032 milliards le moins cher. Bon, moi j'ai dit 2 fois 2, c'est déjà dépassé. 2 fois 2, si un camion est en panne, déjà il stationne et puis bon, c'est fini. Hein. Vous êtes le nombre de voitures, le flux qu'il y a sur la RN1, donc c'est dépassé. Donc j'ai demandé à ce qu'on fasse 4 fois 2. Et comme je l'ai dit, les gens, vous voyez, souvent nous avons ce complexe, ce malheur-là. Le noir ne croit pas en lui. Voilà. Même quand j'ai dit 4 fois 2, il y a des agents du ministère qui ont souri, quoi. C'est impossible. Je dis d'accord. On met le projet en stand-by. Et donc, j'ai activé Faso Mebo pour payer le maximum d'équipement. Et jusqu'à tous les détails. Aujourd'hui, ils ont tout. Toutes les machines nécessaires pour faire la partie voie rouge. Toutes les machines nécessaires pour faire le bitume. Jusqu'aux concasseurs de granit, de carrières. Donc, ils sont totalement autonomes. Donc, nous sommes en mesure de faire notre autoroute. Et après ça, il y a beaucoup d'autoroutes. Moi, je veux que tous les chefs-lieux de région soient joints par des autoroutes. Toutes les sorties du Burkina, ça doit être des autoroutes. Voilà, la route, c'est capital. Et pour l'économie, et pour nos forces. Le réseau autoroute du Burkina sera le plus dense en Afrique, tel qu'on a fait la projection. Et ça continue de venir. Nous avons encore près d'une dizaine de brigades qui doivent venir. Ce qui est venu ne vaut même pas 40% de ce qui doit venir. On va s'équiper sérieusement, faire un bond qualitatif en 5 ans. Pour ceux qui ne comprennent pas, quand on parle de route ici, les routes ont une importance capitale au siècle où nous nous trouvons. C'est-à-dire qu'il faut rappeler la position stratégique et géographique du Burkina Faso. Le Burkina Faso est bordé par, premièrement, le Ghana, ensuite le Togo, ensuite la Côte d'Ivoire, ensuite le Bénin, ensuite le Niger et ensuite le Mali. Donc le Burkina Faso est entre guillemets entouré de 6 pays. Imaginez un seul instant que le Burkina Faso soit doté de routes suffisamment performantes pour pouvoir relier tous ces 6 pays. À ce moment donné, que devient le Burkina Faso? Le Burkina Faso devient comme un hub économique, ça devient comme un centre d'affaires parce que, par exemple, si on veut transiter quelque chose au Niger, quittant peut-être la Côte d'Ivoire, on pourra passer par le Burkina Faso parce qu'on pourra mettre moins de temps. Si on veut transiter quelque chose au Mali, passant par exemple par le Ghana, ça va mettre moins de temps. Si on veut transiter quelque chose au Mali, passant par le Bénin, encore moins de temps. Si on veut transiter quelque chose au Togo, du Togo peut-être pour le Niger, on pourra passer soit peut-être par le Bénin ou à défaut passer par le Burkina Faso, ça pourra mettre moins de temps. Et du coup, ça va générer un trafic énorme. Et le trafic énorme va générer tout simplement des revenus. C'est-à-dire cette route sera entre guillemets à titre commercial dans le sens où elle va générer au niveau des péages. Donc, économiquement parlant, et même au niveau des infrastructures, non seulement au niveau des infrastructures, même au niveau du développement du pays. C'est-à-dire ça permet que quand vous produisez par exemple, si vous devez mettre 2, 3, 4, 5 jours pour faire une livraison que vous avez produite, en une journée, vous pouvez faire cette production. Et quand on dit une journée, on parle de gain en temps. Quand on parle de gain de temps, on parle d'argent. Plus vous gagnez en temps, plus vous avez de l'argent. Donc, imaginez quel sera l'impact. Parce que ici, pendant que regardez où le capitaine, ou regardez où le Burkina Faso se trouve, pendant que certains États n'ont même pas encore une seule voie. C'est-à-dire, pendant que certains États ne sont même pas à quoi une voie. Donc, c'est-à-dire une voie pour monter, une voie pour descendre. On a d'autres pays qui sont à 4 fois 2. Donc 8 voies.
Pendant qu'on n'a pas encore fait une voie pour monter, une voie pour descendre, au Burkina, ils sont déjà à 4 fois 2 voies. Vous voyez que nous sommes peut-être dans le même continent, mais nous ne sommes pas dans la même pensée, ni dans la même dynamique. Nous sommes diamétralement opposés. Continuons d'écouter le président Traoré, le capitaine Traoré. On va coller notre commentaire. La route est indispensable au développement, les mines le sont autant également, et on sait que le Burkina fait un grand bond en étant dans le top 4 des pays africains producteurs d'or, ce qui est très important. Et aujourd'hui, vous avez constitué votre réserve d'or. Alors maintenant, Monsieur le Président, quelle est la perspective que cela annonce, la construction de cette réserve d'or? L'or est une valeur refuge, comme on aime le dire, avec les devises qui ne sont pas stables et tout. Et tout le monde est en train de chercher l'or pour faire une réserve, parce qu'on ne sait jamais. Vous savez, nous, on a connu une petite période en 2023 où on a voulu nous bloquer sur tout. Quand on a voulu payer des drones, nos transactions ne passaient pas. On a cherché des voies et moyens. Parce que, comme nos équipements, on est sorti du canal officiel d'envoyer des trucs à la CEDEAO pour avoir l'autorisation. Quand on dit CEDEAO, c'est ça, donc... voilà, les Français qui sont là, qui donnent l'autorisation d'acquérir telle arme ou pas. Nous, on ne voulait pas passer par ce canal. Donc, nos transactions aussi ont été bloquées. Avec des arguments qui ne tiennent pas debout. Donc, on est là, la guerre est là. Et on veut des drones, on veut des armes. On ne peut pas. À un moment donné, c'était les hydrocarbures. Les transactions de la Sonavi ne passent pas au truc. Donc, ce sont des sanctions indirectes pour nous étouffer. Et en ce temps, des diplomates sont venus donc nous dire qu'on a intérêt à se changer de truc, à rallier, parce qu'on ne pourra même pas payer les salaires d'ici mars. Ça veut dire 6 mois. On ne pourra pas parce qu'on ne maîtrise rien de l'économie, ils sont capables de trucs. Moi, je dis, il n'y a pas de problème. Attendez. Donc, un jour, j'ai fait bloquer toute la production d'or de toutes les mines. J'ai rassemblé tout. Et j'ai dit aux partenaires de venir chercher l'or et nous envoyer nos drones. C'est ce qu'on a fait. Nos drones sont venus, ils ont pris leur or et sont partis. On a besoin de l'argent de quelqu'un. Donc l'or est important. Les gens ont besoin d'or, nous aussi on a besoin de quelque chose dans le monde. Bref, ce n'est pas une manière de dire comment les gens vont faire pour le truc, mais ça demande du courage, c'est vrai. Mais c'est ce qu'on a dû faire pendant un temps donné, et les gens ont compris, bon, ils ont une manière de passer. Ils ont dévié un peu. Et ces mêmes gens sont venus même pour payer l'or avec nous. La BCAO, je veux dire. Donc, l'or est très important. Et je pense que chacun devrait faire une réserve d'or autant que possible. Nous, on ne maîtrisait pas notre secteur. On a vu les données, mais nous avons créé tous les mécanismes pour aujourd'hui, plus ou moins, maîtriser le secteur de la production. Actuellement, on est en train de prendre des parts dans beaucoup d'unités industrielles qui existent. On a relu le contrat minier, si on peut dire, et tout. En tout cas, en bonne ambiance avec ces gens qui sont là, qui exploitent. Et le Burkina va tirer profit de son or. Parce que partout en Afrique, c'est ça le problème. Vous ne pouvez pas comprendre que vous avez telle quantité d'or et on dit que vous êtes les plus pauvres, vous êtes les derniers. Mais pourquoi? Il y a des pays qui ont le pétrole ici en Afrique. Vous partez dans les pays du Golfe, ils ont le pétrole. Ils sont plus développés que les pays africains. Mais on est maudit. Il faut se poser des questions, les vraies, et changer. Mais si les dirigeants ne veulent pas changer et que le peuple aussi accepte leurs conditions de misère, bon, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Nous ne voulons pas voir notre peuple dans la misère. Nous n'avons pas de pétrole, certes, mais nous avons l'or, le peu que l'or peut faire, ou d'autres ressources. Nous allons l'exploiter à bon escient pour que notre peuple connaisse le bonheur. C'est ça qui est notre cheval de bataille. Il n'y a pas de raison que des gens ont l'or dans le monde là, ils se développent, et non alors on peut se développer. Donc on a fait un bond considérable en matière de maîtrise d'or ces dernières années, et c'est satisfaisant, et on va continuer comme ça, jusqu'à reprendre le contrôle total de notre or. Voilà ce que je peux dire. Justement, Monsieur le Président, est-ce qu'on peut avoir une idée de la quantité qui constitue la réserve d'or du Burkina actuellement? Non, je ne peux pas vous dire ça. Ce n'est pas quelque chose qui se dit publiquement. Oui. C'est quelque chose qui se garde secret. Même les pays qui prétendent, on vous dit qu'il a combien de tonnes d'or, quoi. C'est pas vrai, la réalité ce n'est pas ça. On ne vous dira jamais exactement. Parce que si on sait exactement quelle quantité d'or vous avez en réserve, ça veut dire qu'on connaît vos capacités de change et tout. On peut anticiper sur beaucoup de choses sur vous. Et puis c'est pas qu'on a fait, on est en train de faire.
j'ai dit au ministre, tous les jours que Dieu fait et que c'est possible de payer l'or. Donc chaque semaine, on continue de payer pour faire des réserves. Voilà. Et ça, c'est pour que quand on va vouloir traiter avec tout le monde, qu'on nous respecte. Voilà. Il ne faut pas que quelqu'un va croire que si lui, il ne vient pas faire quoi, il n'est pas... Nous, on n'est pas dans ce chemin. Si tu veux nous montrer que tu ne respectes pas, on te met de côté, on passe à autre chose. Donc on continue de faire nos réserves, c'est pour le respect dans les échanges économiques demain. Et ça, c'est très important. Je pose une question très simple. Qu'est-ce qui coûte à nos États africains de prendre ce genre de mesures comme celle que le capitaine Traoré a prise récemment? Qu'est-ce qui coûte à nos États africains de faire de même? Il nous fait comprendre qu'il voulait acheter des équipements, il voulait acheter les armes à l'extérieur. Et il se rend compte que le système monétaire international est bloqué. Parce que pourquoi est-ce que le système était bloqué? Le système est bloqué très simplement parce que nous sommes en Afrique centrale, nous sommes en Afrique en général, et tous les pays qui utilisent le franc CFA, on nous vous dit toujours que quand vous voulez faire une transaction sur le plan international, vos devises sont d'abord converties en euros avant d'être transférées dans la devise de la personne qui va recevoir. Ça veut dire si vous voulez faire une transaction avec la Chine a sa monnaie par exemple qui est le yen chinois. Vous devez d'abord convertir, puisque le franc CFA ne nous appartient pas, c'est une monnaie inféodée sur l'euro. On va d'abord convertir le franc CFA de ce qu'on veut acheter là en euros. Et quand on parle de taux de conversion, ce sont les Européens qui fixent le taux de conversion. C'est-à-dire ça dépend d'eux. Parfois, on se retrouve en train de perdre en taux de conversion. Donc, ils convertissent d'abord l'argent chez eux. Après avoir converti cet argent, on fait maintenant la transaction en euros. Maintenant, quand on fait la transaction en euros, maintenant, le pays va recevoir maintenant en sa monnaie, donc le yuan, puisque l'euro c'est une monnaie internationale, il pourra maintenant convertir en sa monnaie avant de nous livrer notre marchandise. Donc, c'est à peu près comme ça que la transaction monétaire internationale se passe. Donc, simplement, nos pays, pendant que nous sommes en train de nous vider de notre or au profit des Occidentaux qui viennent profiter, qui viennent prendre, qui viennent aller constituer leur... Parce qu'il faut préciser que les Occidentaux n'ont pas l'or, hein. Ils n'ont pas l'or. Et la plupart, en France par exemple, il y a des réserves d'or. Je crois qu'ils avaient dit, il y a eu un documentaire où c'était à la Banque de Paris. C'était à quelle banque là? Il y a une très grande banque française où il y a une très grande réserve d'or. Cela avait été montré. Mais est-ce que l'or là les appartient? Non. C'est l'or qu'ils ont pillé ici en Afrique. Pour ceux qui n'ont pas compris, l'importance de l'or, l'or a une importance capitale. Bref, quand vous avez une ressource, la ressource que vous avez a une importance capitale. Que ce soit l'or, que ce soit le pétrole. Dès que vous avez le pétrole, si vous voulez acheter quelque chose à l'international, ok, à l'international, on a besoin de quoi? Du pétrole, de l'or. Vous vendez votre pétrole à l'international, on fait directement le virement de l'argent qu'on devait vous donner chez la personne chez qui vous voulez acheter. C'est très simple comme ça. C'est une façon très simple d'éviter de contourner les sanctions, d'éviter d'être d'éviter de se retrouver en train de dépendre des gens. Si ça ne va pas, peut-être en monnaie physique, on va fonctionner en monnaie archaïque. C'est-à-dire on va fonctionner par échange. Parce qu'il faut préciser que dans le passé, nos grands-parents, nos ancêtres, nos aïeux ont bien fonctionné comme ça pendant des années avant qu'est venue cette histoire de monnaie et tout. On fonctionnait avec les ressources. C'est-à-dire tu as le poisson, moi j'ai l'huile. Je te donne l'huile, tu me donnes le poisson. Tu as le plantain. Moi j'ai par exemple le riz. Je te donne le plantain, tu me donnes le riz. C'est comme ça que ça a toujours marché. Et même sur le plan international, c'est à peu près la même chose. Mais sauf qu'ils ont masqué en disant monnaie d'échange, monnaie. En tout cas, continuons à écouter le capitaine Traoré. Vous avez inscrit votre gouvernance sous le signe du développement industriel. Et dans ce sens, beaucoup d'unités ont été lancées et d'autres viendront sûrement. Quelle est votre évaluation dans le domaine industriel? Oh, l'évaluation, je peux dire que c'est embryonnaire. Hein. On n'est qu'au début. Et je pense que je vais devoir me mettre à un exercice bientôt de communication avec mon peuple encore. Parce que les gens ne comprennent toujours pas. Les gens croient qu'une unité industrielle, c'est forcément de grandes structures et tout. Les jeunes peuvent créer des petites unités industrielles, mais très importantes. Vous voyez, par exemple, je prends, quand vous vous levez le matin, la petite cuillère que vous avez dans votre café là, qui fabrique ça au Burkina? Vous en connaissez? On ne peut pas fabriquer? Sûrement de petites machines qu'il faut payer et que les jeunes se forment un peu dessus et que fabriquer. Ça fait une entreprise aussi, non? Il faut que nous regardions d'abord notre quotidien. Qu'est-ce qu'on fait tous les jours? Qu'est-ce qui est dans notre quotidien? Et c'est là-bas qu'il faut puiser les idées. Tout ce qu'on avait l'art d'importer. Et que les jeunes puissent dire, ok, ça là on importe, et on ne fabrique pas ici, ou on ne fabrique pas assez. Moi je vais me lancer sur ça.
monter un projet sur ça, chercher la connaissance sur ça, et nous allons essayer de les accompagner. Donc l'industrie, ce n'est qu'embryonnaire. On est au début. Actuellement, on a attaqué des secteurs qui nous permettent d'être un peu souverains. Parce que vous voyez, tout est importé ici. Quand je parlais d'abord ce que nous consommons. Aujourd'hui, nous avons lancé par exemple la culture de blé. Et nous avons des usines qui font la farine de blé, et toute qualité de farine qui peut faire le pain, les biscuits et tout autre. Mais avant, on partait importer la farine. Quand on a interdit l'importation, les gens ont fait des usines, mais ils partent payer le blé et ils viennent transformer. Mais aujourd'hui, on veut cultiver le blé pour pouvoir le faire. Vous savez quelle masse d'argent on conserve? Et parallèlement à ça, il y a des usines on a aidé des gens à financer, qui vont ouvrir bientôt, qui vont fabriquer tout ce qui est pâtes alimentaires, les spaghettis, les trucs. Tout ça, on importe, non? Quand on prend nos pâtes, ça vient d'ailleurs. On ne fabrique pas ici. Mais ça, c'est notre consommation. Ça sera internalisé. Le riz, ça, on a déjà fait un bond incroyable. On cultive beaucoup, mais on a encouragé les gens à faire beaucoup d'unités de transformation. Il y a beaucoup de qualités de riz burkinabé aujourd'hui. C'est ce que nous consommons. Prenez le maïs, le couscous. On cultivait le maïs et on exporte brut. Ensuite, on part payer du couscous ailleurs et on vient inonder nos marchés. Là, ça ne va pas. Beaucoup d'unités ont ouvert, beaucoup d'unités qu'on est en train encore d'encourager. Si vous suivez l'actualité, c'est pour pouvoir transformer tout ça. La farine infantile et tout ce qu'on commande tout de l'extérieur. Mais il faut que nous on quitte ça, qu'on transforme en matière première nous-mêmes et pouvoir donner de la valeur ajoutée. L'huile. Comment est-ce qu'on peut exporter notre soja brut et ensuite aller payer l'huile de soja à la boutique? L'arachide, il y en a tellement d'oléagineux, mais pourquoi on ne le fait pas? Il y en a même qui vont dire que bon, il y a des maladies, on a dit de payer l'huile de tournesol ou quoi. J'ai dit on cultive le tournesol, on le fait. Et il y a des usines déjà qui pressent l'huile de tournesol. Donc on est en mesure de tout faire chez nous. Mais pourquoi on doit aller payer ailleurs? Donc c'est tout ça l'industrialisation. Aujourd'hui, vous voyez l'ananas. Moi, je suis en train d'encourager des usines qui vont faire le jus d'ananas. Au lieu d'importer, c'est nous qui allons exporter. Et ça donne très bien. C'est beaucoup plus qualitatif que ce qu'on paye même, qu'on paye ailleurs dans les pays côtiers. Donc il y a beaucoup de choses dans notre quotidien, ce qu'on mange, ce qu'on porte et tout. Et quand on se lève le matin, on doit pouvoir se regarder, ok, moi j'ai porté ça, ça c'est importé. J'ai dit non, on va faire une usine qui va partir de coton jusqu'à ça. Ça sera prêt cette année 2026, s'il plaît à Dieu. Donc moi je ne veux plus être habillé par un fil qui vient de l'extérieur. Parce que nos paysans cultivent le coton. Je ne peux pas accepter qu'on vienne imposer le prix du coton aux paysans pendant qu'on doit transformer. Et imaginez dans ça le nombre d'emplois que ça crée. Depuis longtemps, on forme nos gens dans les écoles de formation et de formation professionnelle technique sur la mécanique, l'industrie, génie industriel et quoi. Ils sont assis au chômage. Ils peuvent faire génie industriel, mais après ils cherchent concours de la fonction publique pour être administrateur quelque part. En fait, on a perdu. Mais aujourd'hui, s'il y a des industries, tous ces gens-là vont s'exprimer. Quand vous vous levez le matin, vous prenez votre moto pour aller au service ou quoi, c'est importé. Même l'écrou, quand une écrou tombe en route, c'est importé. Pour que vous payiez l'écrou. Mais les écrous, ce sont des petites machines qui peuvent le faire. Donc l'industrie, il faut que chacun comprenne, ça va de la petite échelle à la grande échelle. Donc quand on dit une industrie, ce n'est pas forcément des grandes unités. Tous les jeunes peuvent créer des petites unités industrielles en regardant ce qu'on fait dans notre quotidien pour diminuer les importations. Et donc, on a l'étape embryonnaire, on va communiquer et encourager. C'est là pourquoi on a restructuré les fonds. Vous avez suivi en 4 grands fonds. C'est pour vraiment accompagner ceux qui ont des projets structurants dans des domaines industriels pour nous éviter les importations et les sorties de devises. Voilà ce que je peux dire. J'ai trouvé que cette vidéo était très intéressante, très enrichissante. Je vous invite à dire ce que vous pensez. Je précise encore, je peux le tenter des droits d'auteur. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous d'abord. Ensuite, dites ce que vous pensez en commentaire. Laissez vos commentaires, je vais lire, je vais vous répondre. Et on se voit à très bientôt. Ciao, ciao.